Bienvenue sur Boujoucan, le podcast qui interviewe des chefs d'entreprise, des sportifs et des artistes de Caen et des alentours. Boujoucan, c'est un format de Boujou Média, le média qui met en avant le tissu économique local. D'ailleurs, ce podcast est créé par l'agence de communication Femacom, une agence de communication qui peut t'aider, t'accompagner dans tous les projets de communication de ton entreprise. Grosso modo, si tu as des questions sur la communication avec un grand C, tu peux nous contacter. Si on ne le fait pas en interne, on te recommandera les bonnes personnes. Je te laisse avec la suite de cet épisode qui, j'en suis sûr, va te régaler. Mesdames, messieurs, bonjour, vous écoutez Boujoucan, un format de Boujou Média. Et aujourd'hui, j'annonce un épisode de qualité parce que nous sommes en compagnie de Marion Joffle, championne du monde de nage en eau glacée ou en eau froide. Elle a dit qu'on pouvait dire les deux. Comment vas-tu, Marion ? Merci beaucoup, je vais super bien et je suis très contente d'être là. Le plus important, c'est que tu sois contente et que tu sois pas stressée. Non, ça va. T'as l'habitude de ce genre d'exercice ? Pas totalement, c'est différent de ce que j'ai l'habitude, mais c'est un exercice nouveau, donc ça me plaît bien. J'ai vu que... Alors moi, j'ai regardé une vidéo quand même pour avoir un minimum d'informations. C'était Normandie Attractivité, je crois, où tu passais très très bien. Je sais pas, ça se trouve, tu vas me dire, on a fait 1000 prises avant d'avoir les bonnes, etc. Mais je trouvais que tu passais plutôt bien, que tu étais plutôt à l'aise. Donc en fait, là, je pense que les 1h30, 2 heures, peut-être plus qu'on va passer ensemble, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ouais, je pense pas non plus. La question la plus importante, la plus difficile, celle que j'ai toujours l'habitude de poser et qu'on doit te poser quasiment tout le temps, c'est « Marion, qui es-tu ? Présente-toi ». Alors effectivement, je m'appelle Marion Joffle, j'ai 26 ans. Je suis nageuse de l'extrême, c'est-à-dire que ma discipline consiste à évoluer sur des distances de 25 à 1000 mètres, voire même plus avec le Ice Mile qui est 1609 mètres dans les eaux glacées, donc c'est-à-dire strictement inférieur à 5 degrés et le tout vêtu d'un simple maillot de bain. 1609, c'est très précis. Pourquoi 1609 ? C'est le mile en fait. Ok, bon, fallait le savoir, je le savais pas. C'est comme la distance du marathon, c'est 42, je sais plus combien, c'est ultra précis. Ok, vas-y, continue. Donc ma discipline en eau glacée, c'est une de mes premières grandes disciplines, celle que je pratique le plus actuellement. Mais aussi l'extrême, pour moi, ça prend une autre définition. C'est aussi la natation sur de très longues distances, à l'image de la traversée de la Manche à la nage que j'ai réalisée en août 2022. Ok. Tu sais, la première chose que je note, c'est je te demande de te présenter et tu me dis je suis nageuse de l'extrême. Est-ce que tu penses que c'est ce qui te caractérise le plus ? Clair que ça doit pas être le délire de tout le monde, perso c'est pas le mien. Si on remonte un petit peu, si on devait remonter à je sais pas, la période du collège, qui était Marion à cette époque-là ? Marion était déjà bien passionnée par la natation, mais plutôt classique en bassin, à aligner les longueurs, et un petit peu en eau libre, ça commençait déjà un petit peu. Et c'était une élève très studieuse qui aimait beaucoup avoir de très bonnes notes et être bien classée. Ok. T'es fille unique ? Non, j'ai un grand frère. T'as un grand frère, ok, donc t'es la deuxième. T'as fait que de la natation du coup ? T'as jamais fait d'autres activités ? En club, je veux dire, de manière régulière toutes les semaines. Mon tout premier sport, c'était la danse contemporaine, que j'ai pratiquée avant de commencer la natation. Et après, non, c'est la natation qui a pris la plus grande place dans ma vie de sportive. Donc la natation, à partir de quel âge ? J'ai commencé la natation à 8 ans, parce qu'on m'avait refusé l'accès à un toboggan aquatique dans un centre de vacances à Canet-Roussillon. Et alors, j'étais très déçue. Parce que t'étais trop jeune, trop petite ? Je ne savais pas nager. Ok, d'accord. Donc par frustration, j'ai décidé d'apprendre à nager pour jouer en fait. Ok. On arrive au lycée. Toi, alors déjà, tu as fait ton enfance dans quel coin ? Parce qu'aujourd'hui, Boujoucan, c'est censé être pour les Caen et les alentours. Tu respectes bien la règle, normalement. Oui, je suis normande, anciennement Basse-Normandie. Ouais. J'ai grandi plus ou moins dans la Manche, dans le pays d'Auge, à partir de 2007. Donc j'ai commencé la natation au club de Lisieux. Et je suis arrivée, moi, au club de Caen en 2018. Ok, dire que tu as quasiment toujours été nageuse. Moi, je déteste la natation, tout simplement parce que je ne suis pas capable de faire 25 mètres. J'ai un gros problème de respiration. Tu vois, moi, j'ai fait STAPS, la galère. On a dû faire du sauvetage aquatique, une galère, le rétropédalage, tu m'en parles même pas. Je ne bouge pas, je fais du surplace. Au point où les profs me disaient « sauve-toi ». Avant de sauver quelqu'un, tu vois. Je suis en galère. Mais c'est pour ça que ça m'a toujours impressionné, les nageurs, la natation, j'adore regarder. Je comprends le
bienfaits et la sensation que tu peux avoir dans l'eau. Pour autant, j'arrive pas à la vivre parce que, plus de 10 mètres, tu vois. Tu vois, j'adore faire mon plongeon, ne plus rien entendre, la sensation que tu peux avoir, l'eau qui colle sur ta peau, etc. Mais malgré ça, moi, j'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, on va parler exclusivement, je pense, de cette activité, du mental, de Marion, la côté un petit peu entrepreneur, de l'organisation que tu peux avoir autour de toi, c'est-à-dire est-ce que tu es entouré, comment tu es entouré, de santé potentiellement aussi, parce que comme tu es une sportive, il y a forcément la question de la santé qui arrive. Aujourd'hui, sportive, est-ce qu'on peut considérer ça comme une sportive de haut niveau ? Toujours une très bonne question. Alors, j'ai toujours du mal à me mettre dans la case du haut niveau. Ouais. Parce que ce que je vis, moi, c'est principalement de l'aventure, du challenge. Je me suis entraînée comme une haut niveau jusqu'à la traversée de la Manche où je nageais 4 heures, 5 heures par jour. Ouais. Donc effectivement, toute ma vie était rythmée autour de la natation. Aujourd'hui, beaucoup moins, je m'entraîne moins qu'avant parce que j'ai repris les études après la traversée de la Manche, j'ai repris le travail aussi, donc c'est compliqué d'associer les deux. Mais je me définirais plus comme une nageuse passionnée que plutôt de haut niveau. Ok, parce que tu as quel âge aujourd'hui ? 26 ans. Tu as 26 ans, c'est-à-dire que pendant un moment, quand tu nageais 4-5 heures par jour, c'était à quel moment ? Quand tu étais au lycée ? Quand tu étais où ? Alors non, ma mère m'a préservée en fait de ce double entraînement en natation au collège-lycée. On m'avait proposé d'intégrer un sport-études au collège. Je pense qu'elle a bien fait. Parce que peut-être j'aurais été écurée de la natation, peut-être que j'aurais pas été traverser la Manche, on etc. en entend beaucoup en plus. Je pense à Léon Marchand, je pense à celui qui a fait un burn-out, le Manodou aussi. La natation, au bout d'un moment, c'est devenu... S'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus cette notion de plaisir. Donc pour toi, ça a été c'est une très bonne chose que ta mère t'ait dit non, on va calmer le truc et on verra, tu prendras ta décision plus tard. Oui, complètement. Et puis c'est moi-même qui ai pris la décision d'intégrer le club de l'ENCAN, mais avec la visée de la traversée de la Manche. C'est-à-dire que c'était pas du tout un aspect compétitif ou d'aller rechercher une performance, etc. ou un chrono. C'était vraiment dans l'objectif de traverser la Manche à nage et rien d'autre. Pourquoi cet objectif-là ? Pourquoi la Manche ? Pourquoi pas ailleurs, autre chose, un autre objectif ? Alors la Manche est apparue pour moi comme une évidence à partir de 2015-2016. En 2015, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus posément tout à l'heure, mais ma rémission s'est terminée. Et j'ai décidé en fait de vivre ma vie avec plein d'aventures, plein de magie. Et à l'époque, je faisais beaucoup de compétitions d'eau libre. Et notamment, je jouais le jeu de la Coupe de France. Et c'était plusieurs étapes dans toute la France. Et j'aimais beaucoup ça. Et en 2016, en fait, je me lance le défi du 25 km. Sans prétention de médaille, sans prétention de chrono, juste terminé lors des championnats de France. Et quand j'ai terminé ce 25 km en 6h25 minutes et 1 seconde, c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore au-dessus du 25 km ? Et c'est là que la traversée de la Manche est apparue naturellement dans mon parcours sportif. Ok. Tu sais combien il y en a qui ont fait la traversée de la Manche ? En termes de nageurs mondiaux, je dirais on frôle les 2000 ou même voire on dépasse. Je suis peut-être plus à jour. Ok. Chez les Français, on doit être à un peu plus de 40 ou peut-être un peu moins. Pareil, je ne suis pas du tout mise à jour. Tu as un record, toi, sur cette traversée ? Alors, j'ai eu la chance de battre le record de la première femme française, Marion Hans, qui l'a traversée âgée seulement de 17 ans. C'est un autre Marion. Voilà, une autre Marion. Elle l'avait parcouru en 9h42 minutes et j'ai terminé, moi, cette traversée en 9h22 minutes. Ah, quand même, 20 minutes de différence. Qu'est-ce qui a fait la différence à ton avis ? Est-ce que c'est ton niveau ? Quand est-ce qu'elle avait fait ce record-là, tu sais ou pas ? C'est en 94 ou 97. Ouais, ça date. Alors, est-ce qu'il y a le matériel, la prépa ? Je pense déjà qu'il y a une évolution du matériel, forcément. Après, la traversée de la Manche, c'est un simple maillot de bain, bonnet, lunettes. Ouais. Donc après, c'est difficile aussi pour moi de parler de temps ou de record sur une traversée de la Manche parce que tout dépend des conditions météo, tout dépend du courant, de la marée, de l'intensité. Ça dépend si on nage de nuit ou de jour aussi. C'est pas du tout la même façon pour le corps de fonctionner également. Ça dépend aussi de la fatigue, du moment, de l'entraînement, etc. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu
je pense, les astres d'aligner pour ma traversée et tout s'est très bien passé. J'ai nagé que de jour, très peu de courant, très peu de vent et finalement quasiment une ligne droite. Tu l'avais fait avec l'objectif de battre leur record ou juste de terminer? Mon objectif initial, c'était de terminer. Et Ouais. d'ailleurs, quand j'ai dû donner une estimation de temps à mon pilote qui devait gérer justement au niveau des marées, je lui ai donné le temps de 10 heures. Ouais. Je ne me voyais pas faire moins en fait. Ok. Et aujourd'hui, il a été battu ce record ou pas? Non, je suis toujours détentrice. Ah, c'est bon ça. Tu vois, ça faisait partie des premières questions. Alors effectivement, tu as déjà un petit peu anticipé. 2015, tu me parles de rémission, parce qu'effectivement, dans la vidéo que j'ai pu voir, tu parles d'une maladie. Je sais plus où est-ce que j'ai noté ça. C'était un cancer, machin, des tissus mous. Voilà, la maladie, un sarcome épithélioïde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as dû, j'ai cru comprendre, avoir une amputation, donc sur une de tes mains, sur une seule main. Oui, c'est ça. Alors, ma maladie en 2005 était visible parce c'était une petite boule sur mon doigt. Comme un kyste. Plus, ça faisait une petite boule toute lisse, violacée sur le bout de mon majeur droit. Ok. Et alors, c'est une maladie qui est très rare chez l'enfant. Je devais être le 2e ou 3e cas mondial de cette maladie. Ah oui, d'accord. Et donc, on n'avait pas forcément de solution. La chimiothérapie n'aurait pas fonctionné. Donc, la seule vraiment solution était la chirurgie, donc l'amputation. Ce qui fait qu'en gros, si tu es la 2e ou 3e cam au niveau mondial, ils ont absolument aucune idée de comment ça arrive, quoi. Ça, c'est une maladie orpheline. Donc, par chance, c'est que... Tant mieux, j'ai envie de dire, si un jour j'ai des enfants, au moins, c'est pas héréditaire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui avait une croissance lente et on ne sait pas vraiment l'évolution, d'autant plus chez l'enfant, parce que c'est plutôt une maladie d'adulte. Du coup, c'est à quel âge que vous avez détecté ça et que vous avez pris la décision, que tu t'es fait amputer? Alors la maladie a été découverte à l'âge de mes 5 ans 5 ans. et l'amputation s'est déroulée en juin 2005 à mes 6 ans. Ok, donc ça a été relativement rapide. Est-ce que pour toi, c'est un moteur? Complètement. Je pense que ce combat-là contre la maladie m'a forgé, m'a appris la persévérance, la résilience et peut-être l'envie de vivre aussi différemment. Et c'est ce pourquoi je pense que je vis à travers mes aventures. Tu vois, ce lien entre j'ai eu une expérience, là, pour le coup, la maladie, et je décide de prendre conscience, même si là, c'était très, très tôt. Est-ce que c'est facile de prendre conscience tout de suite maintenant quand tu as 5-6 ans? Je sais pas, mais au moins, ça te fait vivre quelque chose, on va dire. Et on décide de l'évacuer via le sport. T'es pas la première, en tout cas, à être passée sur ce podcast et à me raconter la même chose, parce qu'il y a aussi la maladie d'Huntington. Tu connais alors, leur association, c'est... j'ai oublié le nom. Mais je le vois, cette association. Je suis déjà venue à une de leurs soirées. Ouais. Ils m'ont beaucoup touchée d'ailleurs. Et du coup, eux, c'est pareil. Tous les ans, ils font leur petit geste, leur petite action, qui est souvent un défi sportif. Alors, je crois qu'un des derniers cette année, ça devait être monter, je ne sais plus quelle montagne. J'ai plus le truc en tête. Mais en gros, j'aime beaucoup ce genre d'histoire parce que ça montre vraiment la persévérance, et surtout quand on a l'habitude d'avoir une vie, on va dire, normale. Et ça permet de prendre conscience que des fois il y en a qui surmontent des trucs que toi tu n'imagines même pas, alors que tu es en train de te plaindre parce que tu as pris les bouchons à 18h, tu vois. Aujourd'hui, du coup, tu as repris des études de... En septembre 2022, je suis rentrée en BTS NDRC en alternance, donc dans la relation client, négociation, commerce, etc. À quelle école? À l'EM Normandie Compétences. Ok. Et j'ai fini avec mon bachelor en octobre dernier. Ok. Donc j'ai validé ma 3e année, toujours dans le commerce. J'avoue que je ne suis pas très passionnée par le commerce. Ok, tu as fait ça par défaut? Pas par défaut, non, mais je voulais absolument reprendre des études et c'était le temps peut-être de trouver un petit peu ma voie et pas rester à rien faire, parce que je n'aime absolument pas rester à rien faire. Et
Et finalement, c'est comme ça qu'est né un peu mon projet d'auto-entreprise. Ok, du coup, alors ça commence à avancer, parce que ce que je vais dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais du coup si tu finis tes études et que tu te dis, bon, c'est pas forcément ma passion, j'allais dire, ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu travailles, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, j'ai ouvert ma micro-entreprise au nom du Pingouin Souriant Ouais, pour justement professionnaliser mes interventions, mes conférences, etc. Et également pour la recherche de partenaires, ok, mes projets sportifs. Ça reste une activité pour moi secondaire dans un premier temps, avec l'objectif de la développer au fil du temps, avec par exemple des ateliers en immersion en eau froide, des week-ends bien-être ou autres, avec la respiration, méditation. ouais, au cas où ton activité, elle est très très large. C'est En ça. gros, ça s'arrête pas à un truc, tu vas autant faire peut-être du team building que tu vas aller toi parler pour une soirée after work, etc. C'est ça complètement. Ok, aujourd'hui, donc ça fait depuis quand tu m'as dit? Alors je l'ai ouverte en juillet 2025. Juillet 2025, ok, donc c'est très récent, très récent. Aujourd'hui, quelles sont les premières expériences du coup? Alors j'ai signé mon premier devis au mois d'octobre, Ok, donc j'attendais la fin de mes études pour vraiment me lancer à 100%. Et j'ai eu ma première prestation conférence le 27 novembre, donc très très récent, lors d'un séminaire sur la thématique du rêve. Et j'ai passé vraiment une journée incroyable. ok. À quel moment tu t'es dit, ok, je veux pas juste nager, je veux nager dans des conditions extrêmes. Parce que ça, c'est peut-être la notion qui va faire la différence avec les autres, tu vois. C'est de se dire, ouais, moi j'adore l'eau froide. Ouais, c'est mon petit truc, quoi. C'est mon petit péché mignon, c'est mon délire. Eh bien, je remercie encore une fois la traversée de la Manche, parce que c'est grâce en fait à ce projet-là que j'ai fait la rencontre de Philippe Faure, Ok, qui l'a traversé lui en 2016. C'est un petit peu son histoire qui m'a donné l'envie de traverser la Manche également. Et il m'a conseillé tout naturellement d'aller me baigner dans des eaux à 10-11 degrés pour préparer la traversée. ok, Donc je suis montée une fois à Compiègne, donc plus précisément à Longueuil-Sainte-Marie, dans le lac de l'Oiseau Libre. Donc j'ai revu Philippe là-bas et j'ai fait une petite sortie de 1 ou 2 kilomètres, je crois, à 10-11 degrés. Et puis il m'a dit, on a l'impression que tu es assez à l'aise dans ce genre de température, tu devrais tester l'ice swimming, la natation en eau glacée. Et en janvier 2018, parce que j'ai dit oui, il m'emmène avec lui à Wetzbronn en Allemagne. Je m'excuse parce que je sais qu'on dit pas Wetzbronn. Je le dis comme ça, mais je ne sais pas comment on le dit réellement. Et j'ai parcouru mon premier 1000 mètres à 3,8 degrés en 15 minutes et 56 secondes. Et je me suis dit, waouh, plus jamais. Et en fait, je suis encore là aujourd'hui. Tu vois, là, j'ai une question qui me vient sur le coup. Alors, je sais pas quel est le temps moyen en bassin sur une distance de 1000 mètres, mais est-ce que le fait d'aller en eau froide, tu vas moins vite, plus vite? Est-ce que tu glisses d'une manière différente? On va beaucoup moins vite. Ouais. Alors, plus c'est long et moins on va vite, forcément, Ouais, parce ouais, qu'on sûr. a le froid qui paralyse petit à petit, et puis la fatigue que ça engendre en plus. Ouais, il n'y a pas que l'acide lactique qui rentre en jeu pour le C'est coup. ça. Sur des petites distances, en réalité, on n'est pas si loin. Ce qui va changer, c'est qu'on n'a pas toutes les phases non nagées comme le plongeon, les coulées ou les culbutes, comme en bassin classique. Là, on fait un départ dans l'eau avec une échelle et après les virages, alors, en crawl, on touche le mur à une main et on repart. Ouais. Donc c'est vrai que sans culbute, on perd beaucoup de temps. Ouais. Mais sur, par exemple, un 50 papillons, je m'en sors avec mon meilleur chrono en 32-35 et mon meilleur chrono de bassin, c'est 30-40, je crois. Ok. Donc il y a quand même 2 secondes de différence, ce qui est relativement énorme. Ok. À quoi tu penses quand tu rentres dans l'eau et que tu plonges dans une eau à 0 degré, à 1 degré? C'est quoi le dialogue dans ta tête à ce moment-là? Je pense que je fais le vide, inconsciemment je fais le vide, je me mets dans ma petite bulle et quand c'est en entraînement, je fais un peu ma fofolle, je chante, etc. pour penser à autre chose. Quand c'est en compétition ou en aventure, comme un Ice Mile, je reste très très concentrée sur ce que je vais vivre, ce que je vais faire. Et surtout, le plus important, c'est justement pas perdre cette concentration parce que le froid va petit à petit éteindre certaines fonctions et notamment nous faire perdre notre lucidité au bout d'un moment. Ouais. Donc, c'est un jeu plutôt mental. Malgré le fait que ce soit finalement la natation, c'est... Enfin, j'allais dire, c'est comme quand tu conduis des fois sur l'autoroute, tu es en mode automatique, tu réfléchis même plus.
Là, il y a une différence ou pas? Alors, je dirais pas un mode automatique. Ça, je le vis sur des très grandes distances. Ouais, t'es toujours Mm. consciente, bien concentrée? Faut savoir qu'un ice mile, je reste entre 28 et 30 minutes dans l'eau. Ouais. Ça reste relativement court en termes de durée. Je mets bien des parenthèses Ouais. parce que on est quand même dans de l'eau qui est très froide. Mais c'est quand même 30 minutes d'effort constamment à essayer de rester tout le temps lucide. Et malheureusement, en eau froide, des fois, on ne se sent pas partir du tout. Mm. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, dont une fois quand même, qui a été assez important en Arctique. Mais oui, c'est un petit combat intérieur pour justement rester lucide. Donc si t'es parti 2 fois, est-ce que t'as été capable de remarquer, on va dire, une récurrence? Qu'est-ce qui a pu faire que tu partais? Il y avait un truc en particulier, un truc que t'avais l'habitude de faire que t'avais pas fait cette fois-ci, ou je sais pas? Je sais pas. Non, pas du tout. Donc, je pose la question, on sait jamais. Ça aurait pu. Est-ce que t'as des routines mentales particulières avant un défi ou... Je fais beaucoup de respiration, Ouais. méditation. Alors, méditation, j'ai toujours un peu de mal. C'est quelque chose que je travaille également actuellement. Et sinon, non, je fais des petites techniques de respiration pour me détendre, pour ne pas stresser, parce Ouais. que j'ai toujours cette petite pression à chaque fois que je plonge dans l'eau glacée. Et finalement, une fois que je suis dedans, on va dire que Ouais, c'est ça y est, comme, ça c'est s'envole. comme quand faut monter sur scène, tu stresses au début, une fois que tu y es, c'est bon, quoi. C'est ça. T'as déjà eu envie d'abandonner en plein milieu d'un défi, d'une nage? En eau froide, non, ça m'est jamais arrivé. C'est parce que j'en ai parlé avec Dorian Louvet avant qu'il fasse tous ses marathons, où il me dit, il y a des moments, il se pose la question, putain, bah, comme tout le monde en fait, comme toute personne, surtout qui va faire de la longue distance, et putain, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Alors toi, tu me dis grand maximum, enfin, t'as fait la Manche en 9h, tu m'as dit à peu près 9h, ouais, 9h20, 22. De 22, ouais. Donc 9h22, tu peux te poser la question. Aujourd'hui, sur les défis que tu fais le plus aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des courtes distances du coup, sur une demi-heure, tu te poses la question quand même ou pas? Non, du tout. Parce que je vis pleinement le moment présent et une demi-heure en soi, ça passe quand même relativement vite. Ouais. Après, sur des grandes sorties donc en eau libre, ça m'est déjà arrivé une fois de sortir moi-même de l'eau. C'était à Paris, au bassin de la Villette. En fait, je me sentais absolument pas bien, donc je suis plus sortie pour un aspect santé que... C'était pas en eau froide? Non, l'eau était à 19-20, je pense. Ouais. Mais sinon, non, et en eau froide, non, ça m'est jamais arrivé. C'est quoi le truc dont tu es le plus fier parmi tous les défis que tu as pu déjà réaliser? Je pense que c'est la traversée de la Manche. Traverser de la Manche. Et est-ce qu'il y a un autre défi là que tu te fixes ou que tu aimerais te fixer un jour, où tu te dis je vais le faire un jour et là tu te diras ça surpassera la traversée de la Manche? Surpasser, je sais pas, mais là, mon prochain projet actuel, c'est de terminer les 7 Ice Miles, donc Ouais. un sur chaque continent. Il m'en reste plus que 2, voire 3, parce qu'il en faut un qui soit inférieur à 1 degré. C'est un Ouais. Ice Mile 0. Après, si j'ai... c'est pas du tout une compète, pas du tout une grosse aventure comme la traversée de la Manche, c'est encore différent, mais mon rêve, ce serait de faire le tour de la Corse à la nage Ok. en plusieurs étapes, mais en hommage à mon grand-père. Pourquoi? Parce que sa famille est corse, Ok. et, du nom Casanova. Ok. Et comme mon papy est parti en 2023, et c'était un passionné de voyage, un passionné d'aventure, et j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père proche de moi jusqu'à ce qu'il parte. Donc pour moi, c'était important aussi de miroiter, on va dire, cette aventure. Ouais, je comprends. C'est bien storytellé en tout cas. Tu sais, tu te dis, moi je fais des trucs parce qu'il y a quelque chose qui me rattache à chaque fois au truc. Je pensais que tu allais me dire qu'il l'avait fait, qu'il avait essayé de faire le tour de Corse, mais il y en a qui l'ont déjà fait ça ou pas? Alors, ça s'est déjà fait en relais, Ok. mais en non-stop, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un nageur dans l'eau. Et j'ai à peu près calculé, alors, sur Maps, donc je sais Ouais. pas si mes distances sont vraiment bonnes, mais j'avais juste regardé comme ça, il y a un peu plus de 500 km, je crois. Ok. Et faudrait compter entre 20 et 30 jours, je pense, non-stop, à faire des 25-30 km. Ok. Ça c'est quelque chose que tu as déjà fait? Non. Ok. C'est quelque chose qui te paraît largement atteignable du coup? Déjà, j'ai pas le souci du froid, Ouais. mais j'ai le souci du sel, parce que la Méditerranée est quand même relativement très salée, Ouais. ce qui n'est pas forcément évident avec le frottement du maillot de bain, etc. Il y a le soleil, puis il y a
y a la fatigue physique à enchaîner tous les jours. Je pense que les 3 premiers jours passeront assez bien, mais continuer comme ça pendant 20-30 jours, c'est pas forcément évident. Ok. Mais c'est un projet qui se prépare et pour l'instant, il n'y a rien de commencé. C'est ce que j'allais dire, tu t'es pas mis d'horizon pour le moment? Je m'en suis pas mis, non, parce que j'ai encore plein de projets à terminer et je veux vraiment être 100% libre pour ce projet et rien penser. Donc là, le prochain projet, c'est un des Ice Miles. C'est ça. Donc je repars en Arctique en juin 2026 et au Japon pour janvier 2027. Et j'essaie de voir si je peux faire le Danemark en février 2026 ou bien ce sera reporté à février 2027 en fonction de si l'eau est à 0 ou pas. Ok. Et justement, ces Ice Miles, là, donc tu m'as dit 7. Il y en a combien qui les ont terminés? Aujourd'hui, dans le monde, seulement 5, dont 2 femmes. Ah, ok. Donc il y a la parité quand même pour un truc aussi peu réalisé. C'est ça. Ok. Ça marche. D'où vient du coup, tu nous as parlé de ton surnom et du coup du nom de ta boîte, Pingouin Souriant. Ça sort d'où ça? Ça sort de moi. Tout simplement, j'ai associé le pingouin au froid. Et bon, je sais que scientifiquement, c'est plutôt le manchot et que le pingouin, mais c'est quand même plus joli le pingouin souriant que le manchot souriant. Tu me le disais pas, t'inquiète pas, ça passait bien. Mais voilà, je l'ai associé au petit animal, au froid, au glacier, etc. Et souriant parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un sourire communicatif et j'ai pensé au sourire à la vie aussi. Donc j'ai associé ces 2 petits mots pour en faire mon joli surnom. Tu fais ton personal branding à travers le pingouin souriant. C'est ça. Ok. Donc là, on arrive un petit peu sur le côté entrepreneur, mais ici, j'avais une question supplémentaire. Quand tu fais des Ice Miles, en gros, là, tu es entouré de combien de personnes? Parce que j'imagine que tu n'y vas pas toute seule quand même. Et quels sont les rôles de ces personnes? Alors, je dirais en moyenne 5-6 personnes quand même, voire peut-être souvent plus. Et bien, il y a l'organisateur qui est un officiel qui a passé qui est à l'accréditation pour surveiller l'épreuve et la valider en soi. Il faut un témoin. En plus, pareil pour la validation de l'épreuve, il faut un médecin qui soit relié aussi à l'association d'Ice Swimming. Il faut des secouristes. Il faut des personnes sur l'eau et en dehors de l'eau qui sont capables aussi de voir si ça va pas, ou notamment je pense à ma maman ou mon frère ou même mon copain qui sont capables d'analyser, de voir s'il y a quelque chose qui cloche dans l'eau. Et forcément, les personnes qui sont sur l'eau sont capables de me sortir hors de l'eau si jamais il y a une défaillance. Donc j'imagine que tout ça, ça a un coût. Oui. Ok. Et c'est toi qui dois le financer personnellement? Alors oui. En partie, j'ai la chance quand même d'avoir quelques partenaires qui me soutiennent, dont notamment Saint-James. Ok. D'où, je sais pas si c'est du Saint-James ça ou pas? Si. Si, c'en est. Quand même. Non mais le fait qu'il soit en violet, je me suis dit ça se trouve c'en est un autre, mais. Ils sortent des couleurs. Ok, ils sortent des couleurs. Donc non, Saint-James m'accompagne depuis 2023 maintenant. Et pareil, j'ai Inspire Potentiel, qui est tout ce qui est respiration, méditation, d'où le pourquoi j'ai envie aussi de développer cette partie-là pour mon auto-entreprise. Et après, c'est beaucoup de petites recherches. Et puis récemment, j'ai à Caen le Business, une association de clubs d'entreprise qui pareil, m'ont sponsorisé à hauteur de 2 000 €. Donc ça me permet de financer déjà une partie, mais c'est vrai que j'avance de ma propre poche. Des fois, j'essaye de me rembourser mes voyages, mais c'est pas toujours évident. Donc tu es toujours en recherche? Effectivement, oui. Ok. Un projet comme, on va dire, le Ice Miles, un Ice Miles, il faut compter combien? Alors pour l'ensemble des Ice Miles, j'ai à peu près calculé, sachant que je suis partie en Mongolie, l'eau était trop chaude, donc pareil, il faut annuler. Ah oui, d'accord. Donc c'est de l'investissement qui part pas à la poubelle, hein, bien évidemment, mais parce que j'ai profité du voyage. C'est ce que j'allais dire, t'es resté quand même un petit peu. C'est ça. Ouais. On a quand même fait l'épreuve, mais non validée. Il faut savoir qu'en moyenne, je débourse entre 8 à 10 000 € par Ice Mile et qu'au budget global, je suis pas loin des 80 000 actuellement. Ok, bah oui, du coup, forcément. Ok, on reviendra un petit peu dessus. Comment tu as appris du coup à vendre tes projets? C'est quoi le speech? Comment tu le vends ton truc?
naturellement. Ouais. J'avoue que j'ai pas T'arrives trop... avec ton sourire, quoi. Voilà. C'est encore en préparation. Là, je suis en train de faire mes petits livrets que je vais pouvoir emmener parce que j'ai mon gros dossier qui fait 60 pages, donc beaucoup trop grand pour être emmené, mais ça peut être utile si jamais j'ai un rendez-vous ou autre. Ouais. Mais là, j'essaie déjà de faire une petite plaquette simple, rapide et qui fasse un peu tape à l'œil justement pour voir le pourquoi est-ce qu'ils peuvent m'accompagner. Ouais. Donc je suis en plein travail dessus, c'est pas forcément évident, mais voilà. Hop. Désolé d'interrompre ce superbe épisode, mais je dois te parler de Femacom, l'agence de communication qui gère ce podcast. Si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, cette question va te parler. Comment trouver le temps de gérer ses réseaux sociaux quand on a 1000 choses à faire ? Et bien c'est là que Femacom entre en jeu. Nous avons un service de community management sur mesure. L'objectif il est très simple, c'est de développer ta notoriété, ta visibilité, voire même trouver tes premiers clients. Comment on fait ? Et bien grâce à du contenu impactant et surtout grâce à une présence en ligne cohérente et régulière. Plus besoin de stresser pour ton planning éditorial puisque l'équipe s'occupe de tout. Si jamais ce service t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter à axel@femacom.fr. Je te laisse avec la suite de cet épisode qui, j'en suis sûr, va te régaler. En gros, si on veut travailler avec une Marion, se dire ok, j'aime bien son sourire, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien la femme que je vois en face de moi, j'ai envie de l'aider, je suis ok pour qu'on parle d'un investissement, etc. Concrètement, qu'est-ce que tu offres ? C'est quoi l'échange ? Comment ça se passe ? Il faut savoir aussi que mes projets sportifs ne sont pas que pour moi, il y a une cause derrière. Ouais. Il y a la lutte contre les cancers pédiatriques. Ok. Comme c'est une cause qui m'a touchée, forcément, je suis en lien avec l'Institut Curie et les Bagous à Manon, dont je suis marraine. Les Bagous à Manon ? Oui, les Bagous à Manon. Ok, d'accord. Donc c'est à travers eux aussi que je fais mes projets sportifs. Et moi, ce que j'offre en contrepartie, c'est principalement de la visibilité et de la communication, donc via mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et je commence tout juste LinkedIn. Ok. Et après, forcément, par exemple, Saint-James, c'est le port des vêtements. Inspire Potential, ça va être la pratique de la respiration et en promouvoir les bienfaits. Quand j'ai eu une Biotisané par exemple aussi, ça a été des produits au niveau nutritionnel, etc. Donc pareil, c'était d'en partager sur mes réseaux sociaux, etc. Et puis après, le port du logo sur le maillot de bain est très très compliqué. Ouais, parce que c'est un textile qui est quand même assez particulier. Qu'il est difficile à floquer ou à sublimer, quoi. Ouais. C'est ça, donc il n'y a rien sur mon maillot de bain. Ouais. Et pareil, je suis toujours en recherche d'un équipementier natation. Okay. Donc ça aussi, c'est ce que je cherche aussi également. Tu as déjà des contacts ? J'ai des idées, oui. Et j'ai des contacts. Ouais. Ok. Et puis après, il y a aussi la possibilité de floquer les logos sur une parka ou bien aussi sur un drapeau que je pourrais emmener partout, qui sera plus facile pour moi. Donc là, j'imagine qu'il y a une espèce de plaquette tarifaire, tout ça c'est fait ? Alors pour les partenariats, justement, j'ai fait par somme, on va dire. Okay. J'ai fait entre 1 euro et 500 euros, entre 500 et 1000 et 1000 jusqu'à 5000 et plus de 5000 par branche. Et pareil, ça, je suis en train de le peaufiner pour que ce soit vraiment bien ficelé et bien clair. Mais ça va engendrer derrière la périodicité de publication, de mise en avant. Ça va être aussi, si je fais des conférences gratuites au sein de l'entreprise partenaire, par exemple, une intervention, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, tu as tout réussi à mettre en synergie, tu es en train de tout mettre en place, mais c'est bien. Est-ce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu es à combien à peu près ? C'est quoi la visibilité moyenne ? En termes d'engagement, je frôle les 20%. Ok. Et ce qui est pas mal. En termes de visibilité, alors des fois, je monte à 20-30 000 de vues. Ok. Sur mon meilleur post, je dois être à, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je sais qu'il y avait une photo qui a été à... Alors sur Facebook, j'ai déjà eu le 1 million de vues sur une vidéo. Okay.
Mais moi, je suis pas étonné parce que quand on voit ton activité où tout le monde se dit mais qu'est-ce qui est fou là? Et c'est quoi cette grosse folle là? La folle du fond du bus. Qu'est-ce qu'elle fait dans son eau gelée là? On regarde, il y a un iceberg juste à côté, t'es complètement malade. Donc je suis pas étonné en fait que tu fasses des vidéos qui puissent effectivement vraiment avoir un reach important, une portée intéressante. Et du coup, je pense que certaines marques, certaines entreprises, ne serait-ce que locales, devraient s'intéresser à ton profil et potentiellement contacter. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Non, mais effectivement, et du coup, ouais, tu as une belle moyenne, je pense que tu as une belle portée, je pense que tu as un personal branding, parce qu'en fait, les gens, ils viennent pas pour travailler avec le Pingouin Souriant, ils viennent pour travailler avec Marion Joffre, et je pense que tu as tout un travail à faire là-dessus. Aujourd'hui, comment tu fais pour mettre en avant, par exemple, une marque de vêtements comme Saint-James, alors que, bon, normalement, tu es censé faire Alors, je ne suis pas allé voir ton contenu, hein, mais une grosse partie de ton contenu, j'imagine, est dans l'eau quand même. Donc, est-ce que tu sers de modèle? Comment tu les mets en avant? Alors, pour Saint-James, c'est quand même une entreprise familiale et que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est le port de vêtements lors d'interviews. Ok. C'est beaucoup ça. Sur Instagram, je poste principalement des photos parce que me filmer en natation, c'est assez compliqué aussi. C'est pas toujours évident, même pour le second, par exemple, sur une épreuve, de me filmer parce que c'est la sécurité qui passe avant la création de vidéos. Donc on me voit alors, souvent, oui, en photo, en maillot de bain, mais je porte souvent, des fois, juste un maillot de bain avec un petit haut Saint-James. Ok. Voilà. Mais Ok. j'aime bien faire des photos avec Saint-James. Par exemple, Ok. dernière story, j'ai une serviette avec Saint-James. Ok. Ça veut dire que sur le papier, on peut avoir un contrat avec toi pour que tu publies un contenu en collaboration avec une marque à raison de 1 fois, 2 fois, 3 fois par mois. C'est quoi? Il y a un maximum? Parce que j'imagine que tu travailles ton planning éditorial un minimum. Alors le planning éditorial, il est des fois un peu au jour le jour parce qu'en fonction des événements, je ne peux pas prévoir Ouais. les résultats en amont. Donc je sais que dans les périodes creuses, j'ai pas souvent grand-chose à mettre. Donc c'est souvent dans ces périodes-là que je vais essayer de créer du contenu justement pour mes partenaires. Et effectivement, le jour des compétitions, des fois je fais une petite photo. Alors si la météo est bien, Ouais. bien gentille. Oh, il y a Photoshop maintenant, c'est bon. Ouais, je maîtrise pas Photoshop. Mais par exemple, là, mercredi, j'étais à la plage, soleil magnifique, la mer toute plate. J'ai fait des photos, donc Ouais. toute seule, c'est pas évident parce que c'est souvent des selfies, donc c'est Bah pas, oui. Je veux bien te croire. c'est pas la meilleure qualité de photo possible. Mais voilà, dès que j'ai du temps, j'essaie de faire des photos et des vidéos, j'essaie de plus en plus. Si on repart un petit peu sur la partie organisation, autour de toi, il y a combien de personnes? Est-ce que tu as toujours un entraîneur, un coach? Comment tu t'entraînes aujourd'hui? Est-ce que tu as un kiné que tu vas voir tous les mois, toutes les semaines, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Voilà. Alors jusqu'à la traversée de la Manche, effectivement, j'avais un entraîneur. Malheureusement, à l'issue de la traversée, on a pris des chemins différents. Ok. Donc depuis, en fait, je m'entraîne à la fois à l'ENCamp, donc dans le groupe Master maintenant, au vu de mon âge. Je n'ai plus accès au groupe Bicotidien. Et d'ailleurs, je pense que je n'avais plus aussi l'envie de nager 2 fois par jour. Donc je m'entraîne le midi quelques fois avec les masters. Et le matin, ou certains midis également, je m'entraîne avec le camp triathlon maintenant. Ok. Donc, ça me fait 2 clubs, Ouais. mais ça me fait voir aussi des personnes différentes avec des objectifs différents. Et c'est ça qui me plaît bien en ce moment, c'est de pouvoir être un peu sur les 2 tableaux. Aujourd'hui, tu as encore une notion de performance, de dire telle distance, je dois la nager le plus vite possible, ou c'est vraiment de se dire non, je cherche à maintenir mes performances, à maintenir ma santé, et dans le cadre de terminer le Ice Miles prochain. J'aimerais bien être dans le deuxième cas, mais en fait, finalement, je pense que je reste encore un petit peu, pas forcément compétitrice, mais plus envers moi-même. Ouais. De savoir jusqu'où tu peux aller, quoi. C'est ça. Alors, je sais que progresser maintenant, ça me paraît très compliqué. Ça va, t'as 26 ans, hein. Mais 26 ans, c'est vieux en natation. Non, je sais que maintenant, battre mon record sur un 1500 en bassin, je sais que maintenant, c'est presque impossible. Ouais. Alors, je dis pas que c'est impossible. Hein, si je m'entraîne, je fais tout comme il faut, je pourrais peut-être le battre. Mais comme c'est pas mon objectif, bon,
je le fais pas vraiment. Ok. Mais pour moi, il est important de garder une certaine performance dans le sens chronométrique parce que moins je reste de temps dans l'eau, moins je prends de risques. Donc c'est sûr que plus je nage vite, mieux c'est pour moi parce que je ne suis pas une nageuse d'eau glacée, on va dire, avec beaucoup de masse grasse. Donc c'est compliqué pour moi de rester plus longtemps que certains dans l'eau parce que je n'ai pas cette masse grasse qui me protège. Ok, ouais, bien vu. Oui, j'avais pas pensé à ça. Du coup, d'ailleurs, tu joues avec des températures extrêmes. Est-ce qu'il y a des lignes rouges que tu t'interdis de dépasser? Je sais pas, en dessous de tel degré déjà, j'y vais pas. Je sais pas, voilà, des limites quoi, que tu veux pas franchir. Alors, c'est pas forcément des limites, mais je vais m'imposer un nombre maximum d'événements ou d'ice mile dans l'année pour pas non plus faire trop subir mon corps par rapport à ces défis extrêmes parce que c'est très demandeur. Là, je me limite à 2 ice miles par an. J'en fais pas plus. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, parce que financièrement, de toute façon, ça suit pas oui, non déjà plus. En plus. Et après, pour tout ce qui est compétition, alors non, l'année dernière, j'ai joué le jeu de la Coupe du Monde en eau glacée et j'ai participé à toutes les étapes en effectuant toutes les épreuves. Donc, par exemple, au Maroc, j'ai enchaîné 9 épreuves dans la même journée, en l'espace de 3-4 heures. C'est quoi 9 épreuves dans ce contexte-là? Là, au Maroc, c'était l'eau était quand même relativement chaude parce qu'elle était proche des 10 degrés. Au Maroc, quand même. On était sur du winter swimming. Winter swimming, c'est une autre association, mais qui tolère jusqu'à 10 degrés. Okay. Mais pareil, ils séparent en fonction des températures également. Et j'avais enchaîné le 25, 50, 100, 200 crawl, le 25, 50, 200, 100, 200 brasses, etc. Et le 500. Et par exemple, en Suède, l'eau était à 0 et j'ai pu enchaîner 5-6 épreuves par jour. Non, c'était plutôt en Pologne. Okay. Non, c'était ça. J'avais 5 épreuves par jour. Elle fait tellement de trucs, elle ne sait plus où elle en est. Moi, en fait, pour la Coupe du Monde, j'ai enchaîné 33 épreuves sur 4 étapes. Donc, est-ce que tu as déjà eu peur pour ta santé sur un défi? L'Arctique, oui, une fois. Oui. Ouais. C'est un des moments où tu as justement, tu t'es perdu, comme tu disais. Je ne sais plus comment tu as... C'est ça. Pour la petite histoire, en Arctique, l'eau était à -1. Ouais. Pareil, ça, c'est une des limites. C'est-à-dire que si l'eau est négative, je ne retente pas. Ouais. Donc, j'attends que l'eau soit supérieure à 0. Ok. Ou alors vraiment sur de petites distances. Mais là, le -1, je l'ai très mal vécu. Je pesais à l'époque 62 ou 63 kilos. Aujourd'hui, je suis à 60. Ouais. Il faisait -17 à l'extérieur et mon objectif, c'était le ice mile. C'était mon tout premier en plus. Donc, pas forcément d'expérience sur la distance. Et j'ai dit, tant pis, je suis là, je tente, on verra bien ce qui se passe et au pire, je sors de l'eau. Et mon signe, parce qu'on doit donner un signe à nos chaperons, ce qu'on appelle les chaperons, c'est ceux qui nous surveillent, je leur ai dit, à chaque tour de 200 mètres, je vous fais un sourire. Parce que je me suis dit, comme ça, au moins, c'est rapide, ça ne me prend pas le temps de plier mes doigts, de faire un pouce en l'air ou de m'arrêter un petit peu. Et au moins, un sourire, c'est plus facile. Sauf que je me souviens très bien des premiers 1000 mètres. Et à 1200 mètres, plus rien. Et en fait, mon sourire s'est figé et je pensais que j'étais toujours là alors que j'étais plus là du tout. Ouais. Donc j'étais... Et pourtant, tu continuais. Là, on pouvait dire clairement mode automatique et en inconscience. Mais avec le corps toujours en fonctionnement et qui continue à faire les boucles de 200 mètres. Ok. Avec une réduction très très forte de la vitesse. Je suis passée, je crois, de 1 minute 40, 1 minute 45 au 100 mètres à plus de 2 minutes 30 au 100 mètres. Ouais, quand même. Et arrivé à 1550 mètres, à 59 mètres de l'arrivée, je coule en fait. Mon corps se met en position verticale, mais la tête vers le bas. Il n'y a plus du tout de réaction. Quand tu captes rien, tu vois ce qui se passe quand même à ce moment-là? Non, moi je m'en souviens plus du tout. Je me souviens nager, puis d'un coup je me réveille en fait dans le sauna. Mais en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'à 1550, je faisais plus la distinction de l'air, de l'eau, de la verticalité, horizontalité. J'étais vraiment déconnectée, mais le corps continuait à nager et je faisais toujours la respiration au côté droit en crawl. Mais je le faisais sous l'eau. Donc j'ai inhalé de l'eau, j'avais de l'eau dans les poumons. Donc là, ils ont sauté tout de suite et ils m'ont sorti de l'eau.
Alors peut-être il aurait valu me sortir un peu plus tôt, mais ils ont essayé de me laisser vraiment la chance de terminer. Bon, j'ai pas terminé, mais c'est comme ça. Ouais, et surtout à 59 C'est mètres, ça. là, tu te dis waouh. J'aurais peut-être mis 3 minutes à les Ouais. terminer à la vitesse où j'allais à ce moment-là. Et j'ai mis bien 2 heures à revenir à moi. Donc c'est quand même un trou noir de 2 heures. Et ce qui est quand même assez fort, c'est que pendant le réchauffement, alors ils avaient beaucoup de mal à me faire respirer parce que j'avais les dents complètement serrées, enfin la mâchoire crispée. Et il y a un moment, l'organisateur Ram, qui est aussi le président de l'association d'ice swimming, je l'ai regardé, il m'a regardé et puis je l'ai pris dans mes bras et j'ai crié I love you mother en anglais. Et c'est ça qui les a fait un petit peu rire quand même, c'est que j'étais quand même là, mais c'est tout quoi. Moi je m'en souviens pas du tout. Ça sera, à mon avis, la vidéo teasing de notre épisode, cette expérience-là. C'est un truc de ouf. Et ça t'a pas freiné sur le fait de continuer. Tu t'es pas dit, ouais, on va peut-être calmer un petit peu quand même. En fait je pouvais pas trop me calmer parce que 3 mois après j'avais la traversée de la Manche. Ouais. Donc par contre l'Arctique m'a laissé pas des séquelles, mais j'ai eu pendant 6 mois plus de sensations au bout des doigts. Donc j'avais les nerfs du bout des doigts en fait brûlés. Ouais. Et puis j'avais perdu 3 kilos en 24 heures parce que j'ai fait un début de noyade. Donc j'avais de la fièvre, mon corps luttait, très fatigué. Puis pour gérer l'hypothermie aussi que ça a enclenché derrière parce que j'étais à 32 quand ils m'ont sorti de l'eau. Enfin 32 ou 33. Et donc le corps, en fait, il a lutté, il a brûlé le maximum de calories possible pour justement me maintenir en vie. Donc c'est une épreuve qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup appris aussi, parce que ça m'a permis de prendre conscience également de ma discipline dans une version un peu plus violente. Et c'est pour ça aujourd'hui que si l'eau est négative, T'y vas pas. j'y vais pas. Mm. Ou du moins, si je prends 10-15 kilos, oui, mais il y a le risque de rendre ma nage moins belle et moins efficace aussi. Donc, c'est peser le pour et le contre. Ouais. Et, mais ça ne m'a pas empêché de retourner à l'eau et de retenter. Je suis repartie en Antarctique également pour faire juste 1000 mètres. Cette fois-ci, parce que le Ice Mile n'était pas autorisé, parce qu'on n'avait pas d'urgence à proximité, Ok. au cas où il y ait un souci. Et, mais par contre, je sais que inconsciemment, mon corps me le rappelle à chaque fois. Donc pendant 2 ans, ça a été de la lutte un peu avec moi-même et mon cerveau. Il y avait une peur quand même qui était bien présente une fois Ouais. à chaque fois que tu y retournais. C'est ça, mais même pour un 50 mètres, même pour un 100 mètres, Ouais. même pour une épreuve écrite ou une épreuve orale Ah bon ? aux études, en fait, j'avais une pression telle que j'avais tout le temps envie de vomir, etc. J'en tremblais, limite au malaise. À partir de ce jour-là, C'est ça. c'était le... Ouais, ok, Et ça a donc, été un shift. c'est ça, j'ai commencé à travailler énormément sur moi-même. Et c'est ce passage en Antarctique qui m'a libérée un petit peu. Le fait d'y retourner C'est et ça. de se dire, ok, c'est bon, Mm. Comme quoi, il n'y a plus forcément de crainte à avoir, si toujours, mais au moins, je sais que je peux. C'est ça. Ok. C'est quoi le travail que tu as quand même réalisé avant ce retour en Antarctique ? Est-ce que on parle de psy ? Est-ce qu'on parle d'un travail particulier ? Le travail il a été beaucoup en autodidacte. J'ai eu aussi quelques séances avec un coach mental. Ça n'a pas vraiment duré parce que financièrement, je ne pouvais pas me permettre de m'offrir des séances tous les mois. Donc, j'ai vite, rapidement arrêté. Et puis après, je pense que c'est par la réexposition au froid, me dire que je suis encore capable de faire des choses, que j'ai appris en fait à me dire que c'est pas parce que je l'ai mal vécu une fois que ça n'a pas recommencé. Comment tu apprends aujourd'hui ? C'est quoi ta manière préférée d'apprendre ? N'importe quel domaine ? Ouais. Bonne question. Je pense beaucoup par les autres, par les échanges ou ce que je peux apprendre par eux, par leurs histoires, etc. Ça, c'est quelque chose qui me fait apprendre énormément, je pense. T'écoutes mes podcasts alors ? J'avoue que je suis pas très podcast. Non. En fait, j'écoute très peu de musique de base aussi. Donc, C'est vrai ? j'en écoute beaucoup le jour d'une épreuve, Ouais. mais dans la vie de tous les jours, alors, mis à part la radio quand je conduis, Putain, c'est mais tout. moi non plus, je suis pas. Tu vois, il n'y aurait pas de musique, ça serait la même chose. Voilà. J'en écoute parce que dans la voiture, voilà, il y a que ça à écouter, tu vois, mais avec la radio, mais je suis exactement pareil. J'en mets au boulot parce que je pars du principe que ça fait plaisir aux autres, mais si il n'y en avait pas, ça serait la même. Donc, j'apprends pas beaucoup par la musique. Ouais.
Mais sinon, après, j'ai un copain qui est très curieux sur plein de documentaires aussi. Ouais. Donc, des fois, on se regarde un petit documentaire à la télé. Ok. Non, mais si j'essaie de rebondir sur le fait que tu as vécu une expérience, comment t'apprends pour te remonter, etc. Donc ça m'a fait penser à cette question-là au passage. J'avais encore quelques questions sur l'organisation. Donc aujourd'hui, tu m'as parlé de tes entraînements. Tu me disais, en gros, je m'entraîne quasiment une fois par jour maintenant. Oui. Et c'est quoi les types d'entraînement? Est-ce que tu réfléchis quand même en termes de cycle? Tu dis, là, je vais faire un cycle, peut-être, je sais pas, je dis un truc peut-être bête, mais de durée, ou des fois, je vais essayer de travailler ma vitesse. Est-ce que tu te réfléchis encore comme ça, ou tu dis juste, bon, non, je vais nager, j'ai 1 heure, je vais nager 1 heure? Alors, comme je m'entraîne en club, les entraînements sont déjà préparés. Ouais. Moi, je viens et je fais l'entraînement qui est affiché au tableau. Ok. Est-ce que c'est forcément pertinent au regard de ton objectif à toi? Alors, le triathlon peut-être un peu plus. Ouais. Parce que souvent sur le triathlon, on peut être amené à faire des distances de 700, voire jusqu'à 2 km, voire même jusqu'à 4 km pour les très grands triathlons. Donc oui, pour le triathlon, c'est plutôt pertinent. Après, je sais que c'est pas suffisant. Je suis une nageuse qui a besoin de beaucoup de kilomètres pour justement nager bien et vite et gagner en endurance également. Alors, j'avais eu envie de faire ce défi-là en août, de nager le nombre de mes abonnés en fait chaque jour. Et si ce chiffre-là grossit, je C'est nageais vrai plus. qu'il y a pas mal de mecs qui faisaient pareil avec les pompes et tout. C'est ça. Et c'était un défi motivant en soi, parce que je préparais en plus les 24 heures de natation qui ont eu lieu fin septembre dernier. Ok. Mais j'avais tout mon mois d'examen en septembre, donc j'ai voulu redécaler à octobre-novembre. Sauf que les 24 heures de natation, je me suis blessée à l'épaule, donc j'ai dû mettre en arrêt la natation pendant 1 mois et demi, 2 mois, et là, ça fait à peine 2 semaines que j'ai repris. D'accord. Donc c'est un défi que je garde bien au coin de ma tête et que j'ai hâte de pouvoir faire. 24 heures de natation, c'est un truc que tu fais tout seul en solo? Alors non, c'était un événement qui était organisé à Lausanne. J'y avais déjà participé en 2017 et 2018. En 2017, j'avais parcouru 60 km et 50 mètres, parce que le record masculin était de 60 km. Ok. C'était l'objectif de préparer la traversée de la Manche à cette époque-là. Également en 2018, j'ai réitéré l'expérience avec 70 km. Et là, en 2025, c'était plutôt symbolique, parce que ça faisait 20 ans que j'étais opérée, 10 ans que j'avais terminé ma rémission. Et donc c'était un peu une année anniversaire pour moi, 2025. Et il faut savoir que mon doigt, il est parti en analyse à Lausanne. Donc les 24 heures étaient à Lausanne. Et c'était la 40e édition et c'était en faveur des enfants malades également. Donc en fait, tout était relié et je me suis dit, il faut absolument que j'y participe juste pour le symbole. Parce que tous les ans, ça change d'association, on va dire. Ok. C'est ça, donc j'ai eu cette chance en fait de tomber sur cette association-là. Et je me suis donné l'objectif de rebattre mon record de 70 km qui est le record des 24 heures de Lausanne. Et j'ai parcouru 70 km et 400 mètres, avec le 4 un peu en symbole de mes 4 doigts également. Et pousse le truc jusqu'au bout. Ouais. Si tu avais l'opportunité de te rencontrer, là on arrive un petit peu sur les questions un peu plus perso. Si tu avais l'opportunité de te rencontrer quand tu avais, allez, on va dire 10 ans, tu te dirais quoi? Bonne question. Ah bah ouais. Je dirais à cette petite fille toute timide et qui est un petit peu dans sa carapace, qui n'ose pas aller voir les autres, de lui dire de toujours croire en ses rêves et de ne pas écouter ce que le monde à gauche, à droite dit, de ne pas entendre les critiques, de pas... Il y a des critiques? Beaucoup, oui. Alors, peut-être que je minimise un petit peu, je parle pas d'harcèlement parce que peut-être qu'à l'époque on en parlait beaucoup moins aussi. Mais en fait, j'ai été beaucoup critiquée et mise à l'écart parce que j'avais 4 doigts, on me disait que j'étais contagieuse, que j'étais différente. Et justement, à cet enfant de 10 ans, je lui dirais d'accepter en fait d'avoir 4 doigts, d'être différente parce qu'elle vivra une vie complètement folle et beaucoup mieux que les autres. Moi, je vous regarderai d'en haut de ma tour d'ivoire, là. Hein? Oh, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même, bien sûr, mais bon. Pour dire... Tu profites aujourd'hui, tu es contente de ce que tu fais. C'est quoi les gros projets que tu entrevois? C'est quoi ton rêve? C'est quoi
ce qui te tient à cœur, là, ce qui te dit, putain, j'ai envie de faire un truc, pas forcément dans la natation, mais un jour, je le ferai. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ça tourne beaucoup autour de la natation, Ouais. mais sincèrement, c'est de toujours continuer à voyager, mais pas faire du voyage tourisme dans le sens où à visiter les villes les plus connues, les monuments les plus connus, mais plutôt comme par exemple la Mongolie, d'être en fait avec les habitants. Des petits patelins, des petits c'est villages. ça. Ok. On a eu de la chance de vivre avec eux quelques nuits et de partager leur quotidien, leur mode de fonctionnement. Et c'est ça qui nous fait comprendre, enfin, nous fait prendre conscience qu'on a beaucoup de chance. Et aussi, c'est hyper riche humainement parlant. Et moi, je reviens à chaque fois, je suis émerveillée. Et quand je reviens à la réalité, des fois, c'est un peu dur, mais c'est ça qui me fait le plus de grand bien, on va dire. Et donc, je pense que je serais plus du genre à vouloir voyager, mais plutôt à la rencontre que plutôt faire des musées, on va dire. Ouais, non, d'accord, on est d'accord là-dessus. Est-ce que tu as des modèles, des mentors, des personnes qui, pour le coup, tu me dis, n'écoute pas trop les personnes autour de toi, mais s'il y en avait quand même une où tu te dirais, si j'avais eu l'opportunité d'avoir des conseils de cette personne, j'irais, tu vois ce que je veux dire? Elle est déjà bien présente dans ma vie, c'est ma maman. Ouais. Elle a toujours été derrière moi, elle a toujours été là à à mon opération, à tous mes examens, à chaque compétition, à chaque voyage. Dès qu'elle le peut, elle vient. Et Maman poule? ouais, maman poule, mais qui me laisse une certaine liberté. Liberté, quand même. quand même. Maman parfaite, alors. La perfection n'existe pas. Mais non, j'ai de la chance d'avoir une maman vraiment extraordinaire et qui m'a toujours soutenue dans tout ce que j'avais envie de faire, de concrétiser. Et puis, peu importe le domaine, en fait, des fois, elle se rend vraiment disponible et j'ai beaucoup de chance. C'est une nageuse? Pas du tout. Il n'y a pas de nageur dans la famille? Il n'y a que toi? Ouais. Mon frère a un peu nagé au club de Lisieux, mais... Ouais. Il est reparti au foot vite fait, non? Non, même Le pas. cliché total. Non, dans les études, lui. Dans les études. Comment je peux t'aider? Comment on peut t'aider? Est-ce que tu recherches quelque chose en particulier? Tu vas me dire oui, des sponsors, mais est-ce qu'on a une manière, quelque chose qu'on peut faire pour toi? Pas forcément pour moi, mais de continuer à travers peut-être tes podcasts, de continuer à faire rêver les gens. Parce que c'est important et je pense que quand on est adulte, on oublie qu'on a le droit de rêver, qu'on a le droit de faire des choses pour soi-même. Donc peut-être continue à faire rêver les gens aussi à ta manière. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu pensais qu'on allait aborder, qu'on n'a pas abordé? Et ben honnêtement, non, je pense qu'on a fait le tour. Comme beaucoup, tu savais même pas ce qu'on allait aborder, tu savais même pas ce qu'on allait faire. Mais ce que je remarque, c'est que tu m'avais parlé justement avant que je sois championne du monde. Ouais. On n'en a pas évoqué. On l'a pas du tout évoqué. Parce que c'est pas naturel en plus. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime mettre en avant également. Eh ben tant mieux, alors on n'y va pas. Non, mais il y a un championnat du monde, t'as l'intention de réitérer le truc? Alors oui, je participe encore au championnat du monde. Il faut savoir que c'est encore des compétitions qui sont associatives. Donc il n'y a pas tout ce côté un peu fédéral. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de fédération, c'est quand même relié à la natation, j'imagine, à la Fédé de Nata. Alors en France, oui, c'est relié à la Fédération française de natation. C'est eux qui vont un petit peu chapeauter dans le sens... pour les qualifications, qui a le droit de participer, etc. Mais c'est assez récent, c'est depuis 2023. Et puis voilà. Et voilà quoi. Parce qu'au final, est-ce que tu as une idée à peu près du nombre de... En gros, comment ça se passe un championnat du monde de natation? On y va très rapidement pour clore le... Ça dépend encore si c'est winter ou ice swimming. Ice swimming, on va maintenant être un peu plus autour de la performance, des grosses compétitions. Il y a des championnats d'Europe qui sont nés également. Ouais. Ça fait comme une compétition de natation classique en soi. Parce que maintenant, les championnats du monde se déroulent principalement dans des bassins de 50 mètres non chauffés. Alors qu'avant, ça pouvait être dans un plan d'eau avec un petit ponton aménagé, comme en Russie, à Mourmansk, quand on pouvait encore y aller. En 2019, c'était carrément découper la tronçonneuse dans la glace. Ok. Donc, c'était assez stylé. Ouais, carrément. Et puis là, par exemple, les derniers mondiaux auxquels j'ai pu participer, c'était à Molveno en janvier 2025. Et c'est un bassin de 8 couloirs, 50 mètres, comme on peut en voir partout, en fait. Ok. Et puis après, c'est des séries. Alors, les femmes d'abord, les hommes ensuite, avec des finales le soir. Ou alors les séries rapides, comme en natation, des fois sur les championnats de France, il y a les séries rapides de 1500 ou 800
Là, c'est pareil pour le 1000 mètres. Ok. Et le 500 mètres également. Donc, mais voilà, ça ressemble à ça un petit peu. Donc, chaque jour, on nage. Le soir, on fête un peu. Et, et on recommence le lendemain. C'est qui ton adversaire numéro 1? Ouais, j'ai pas vraiment d'adversaire parce que... Il y en a pas une que tu revois tous les ans et à chaque fois, ça shine un peu. Tu te dis, vas-y, on n'est pas loin, on a à peu près le même niveau. Il y a beaucoup de nouvelles têtes. Ouais. Parce que quand j'ai commencé avec mes premiers mondiaux en 2018, finalement, j'étais une des seules françaises. Et petit à petit, les Français sont arrivés. Et pareil, au niveau des étrangers, maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant aussi. Parce qu'il y a un attrait aussi pour la performance et peut-être une vocation olympique dans ce sport-là. Et après, moi, je suis quand même un peu moins compétitrice parce que si je suis compétitrice, c'est avec moi-même uniquement. Okay. Si je fais mon meilleur temps et que je suis 10e, je serais très contente. Mais si je fais 2e avec un temps horrible, je serais pas forcément très contente. Ok, je comprends. Bon, voilà, on va fermer la petite parenthèse sur le sujet que tu ne voulais pas spécialement aborder. En tout cas, j'espère que tu as passé un très bon moment avec moi. Et c'était super. Tu seras le premier épisode de Boujoucan et ça, c'est pas n'importe quoi. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là auront passé un très bon moment parce que moi, personnellement, c'est le cas. Et puis, je vous dis... Boujou chez vous. Allez, encore un épisode de qualité. Si tu en es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode de Boujoucan t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même à partager cet épisode à un ami, ça nous ferait super plaisir. N'oublie pas, surtout, c'est ultra important, derrière ce podcast, il y a l'agence de communication Femacom. On peut t'accompagner sur tous les pans de la communication. D'ailleurs, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à aller sur le site de Femacom, femacom.fr. Merci d'être avec nous. Boujou chez vous.